Bonjour et bienvenue à nos premiers auditeurs. Donc, nous commencerons à midi. Bonjour et bienvenue pour ce premier webinaire d'hydroexploitation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une société d'exploitation d'aménagement hydroélectrique. Donc, on compte un peu plus de 400 collaborateurs, dont les deux tiers travaillent sur les sites de production. Nous avons également des ateliers mécaniques à Martigny et puis une unité technique à Sion, un département technique à Sion, qui compte à peu près 100 ingénieurs, des ingénieurs mécaniciens, électriciens, automation contrôle, des gestionnaires de projet et puis l'unité génie civil et géomatique. Donc l'objectif du webinaire, c'est de présenter nos activités de mesure dans le domaine des ouvrages de génie civil. Donc, nous faisons des prestations à peu près pour 20% pour des tiers, donc qui vont au-delà de l'exploitation hydroélectrique. Donc, on espère susciter de l'intérêt pour ces prestations et des idées pour d'autres applications donc de notre corps de métier. Donc, les intervenants, nous avons 8 intervenants, 8 présentations, donc c'est un programme assez dense. Nous avons d'abord Régine Bernard, donc du bureau Bioconseil, biologiste, avec qui on travaille régulièrement pour des problèmes d'environnement. Nous avons après Bertrand Dayer, qui est le responsable de l'interface client, donc account manager, donc il connaît bien les besoins de nos clients. Nous avons Jonathan Lugon, qui est responsable de l'unité automation contrôle. Et puis après, donc, nous avons des collaborateurs de l'unité mécanique de génie civil et géomatique, donc Guillermo Quadrado, Gérald Bourbon, Sabrina Carvello, donc nos spécialistes hydrauliques et gestion sédimentaire. Et puis nous avons également David Rey, qui est notre responsable métier géomatique, et Nicolas Bretz, qui est notre expert en surveillance des ouvrages. Voilà, donc il y aura deux modérateurs pour ce webinaire. Donc David Efliguer, responsable de l'unité vente, qui gère les chats, donc vous pouvez passer des messages. Et puis moi-même, Pierre Mivlar, responsable de l'unité génie civil, qui gère les questions. Donc je passe la parole à Bertrand.
Bonjour à tous. Je vais vous donner quelques informations au sujet des besoins de l'exploitant, peut-être une petite introduction avant que mes collègues partent sur les aspects plus techniques. Euh, Hydroexploitation, nous exploitons une cinquantaine d'aménagements, principalement en Valais et dans le Jura vaudois. Donc différents types d'aménagements avec des aménagements au fil de l'eau, des aménagements à accumulation, du pompage, pompage-turbinage, donc un spectre relativement large de clients et de types de prestations. Hydro fournit des prestations de services d'exploitation, de maintenance et de conduite, également de la gestion administrative pour les aménagements de production d'énergie et toutes les activités convergentes. Donc c'est un spectre qui est relativement large. Je dirais qu'il y a 4 points ou 4 axes que je veux mentionner maintenant, qui sont dans notre mandat d'exploitant. C'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, premièrement. Ensuite, un deuxième élément est d'assurer la meilleure disponibilité possible des installations de production selon la stratégie des propriétaires. Ensuite, c'est d'assurer l'exploitation des ressources, la ressource première qui est évidemment l'eau, de manière économique en optimisant les coûts de maintenance et d'entretien pour les propriétaires d'aménagement. Et puis, un aspect, je dirais, plus légal, qui est de respecter les dispositions en vigueur dans le domaine par rapport à la production d'énergie hydroélectrique, mais aussi aux aspects environnementaux. Comment ça se présente? Peut-être un petit schéma, c'est très simplifié, mais je trouve que ça représente relativement bien la diversité de du lieu de travail, finalement avec de l'eau qui vient de la montagne, des glaciers ou des fleuves, qui est stockée dans un barrage, avec certains débits entrants, des débits sortants qui vont en direction d'une usine de production, des mesures de turbidité, par exemple, qui permettent de mesurer en temps réel le, le degré de suspension, degré de matière en suspension dans l'eau, et puis aussi l'aspect environnemental sur la gauche plutôt de l'image, avec des échelles à poissons ou des débits de dotation qui sont obligatoires par rapport aux différentes concessions pour les aménagements hydroélectriques. Donc c'est très très large. Et puis, c'est important aussi parce que tout ça s'étend sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Donc, il y a des communications qui doivent être respectées partout. Le besoin primaire en termes de monitoring et puis de mesure, c'est évidemment le pilotage des installations. Vous voyez là un synoptique euh, des adductions de la société Grande Xance avec un grand nombre de prises d'eau, de stations de pompage. Et vous voyez là un grand nombre de mesures de débit, de mesures de hauteur dans un collecteur, de mesures de puissance. Enfin, il y a tout un grand nombre de mesures. Et toutes ces mesures sont absolument nécessaires pour le pilotage des groupes, que ce soit du pompage dans ce cas-là, ou alors pour la production. Différents types de mesures, la réglage des groupes est en partie directement utilisé directement paramétrisé ou asservi, je dirais, à certaines mesures. Donc, c'est des mesures en temps réel. Et puis, ces mesures doivent être aussi très fiables parce qu'elles peuvent avoir un impact capital sur le fonctionnement de l'aménagement. Une mesure de débit mesurée en tête d'un puits blindé qui ne correspond pas à la mesure mesurée au pied peut impliquer directement la fermeture d'une vanne de tête avec des implications financières pour la production. Voilà, c'était un premier exemple. Un deuxième volet, c'est l'aspect légal. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les mesures de débit sur les prises d'eau, c'est l'exemple de l'image de gauche avec un limnigraphe qui a déjà vécu quelques années sur papier et qui permet finalement de réaliser les calculs de redevance électrique, hydraulique, donc qui a une importance capitale. L'autre élément légal, c'est le respect des débits de dotation. Vous voyez sur la photo de droite un exemple d'un débit sur une prise d'eau en montagne. Donc, il faut pouvoir la calibrer et puis après la suivre. Un enjeu capital, c'est l'usure imposée par les sédiments en suspension dans l'eau. On travaille beaucoup avec des aménagements qui sont en altitude avec de l'eau glaciaire. Et on voit sur les 3 photos dessus un pointeau ou alors les aubes d'une roue Pelton qui sont particulièrement usées. Et ceci est lié à l'usage, enfin la présence de sédiments dans l'eau.
Donc, il y a certains moyens qui nous permettent de mesurer en continu la présence sédiment dans l'eau. On voit sur le graphe d'en dessous, par exemple, excusez-moi, le pilotage d'une installation par rapport au niveau de turbidité, où on voit que la turbidité augmente et quand elle devient supérieure à un certain seuil fixé, on arrête les machines pour éviter des déprédations du matériel et ça redémarre plus tard lorsque la qualité de l'eau est de nouveau meilleure. Ensuite, bah, on essaie de retenir le sable en altitude avant d'arriver dans les machines. Mais les bassins qui sont d'altitude, il faut aussi les vider de temps en temps parce qu'on ne veut pas les remplir de sable. Donc il y a un aspect très important sur les purges et les vidanges. Il y a une problématique de planification. Donc comment estimer le volume de sédiments qui devra être purgé, qui peut varier très fortement d'une année à une autre. Pour planifier tout ça, c'est intéressant de connaître aussi les apports d'eau qui nous permettront de bien diluer ces sédiments pour rester dans le cadre légal. Et puis le suivi environnemental au niveau des particules en suspension pendant la purge. Puis enfin, un dernier exemple qui constitue un élément fondamental qui est l'auscultation et l'inspection des ouvrages. Là, on parle principalement des grands ouvrages tels que barrages, mais on peut parler aussi de galeries d'apnée, on peut parler de conduites forcées, donc de massifs de béton qui supportent ces conduites, etc. Où on a des mesures ponctuelles, des mesures en tout temps et qui sont télétransmises. Et finalement, toutes ces mesures qui sont réalisées conjointement par le génie civil et par les gens qui sont sur le terrain permettent de s'assurer finalement de la sécurité à long terme et de détecter très rapidement si des changements de statut devaient arriver sur ces éléments-là. Voilà, l'idée était juste de vous donner un petit aperçu des besoins qui sont dans l'exploitation. Évidemment, tous ces éléments sont utilisés pour la production hydroélectrique, mais ces besoins peuvent se retrouver dans un grand nombre d'autres domaines et puis avec des outils très similaires qui sont à disposition chez Hydroexploitation. Voilà, merci Bertrand. Donc, vous pouvez poser des questions avec votre utilitaire questions. En principe, elles seront traitées à la fin de l'ensemble des présentations, juste pour vous informer. D'autre part, je dois aussi également vous signaler que le webinaire est enregistré. Donc, toutes les interventions sont enregistrées. Je vous remercie et je vais passer la parole à Guillermo. Bonjour tout le monde. Nous allons parler des écoulements en app libre. Voilà. Donc, la première phase pour installer une mesure de débit sera définir les objectifs de la mesure. Donc, il faudra définir l'incertitude de mesure recherchée, la fréquence de mesure et puis comment on va réaliser l'acquisition et la télétransmission de la mesure. Également, il faudra contrôler les conditions sur place que nous avons à disposition pour la mesure. Donc, il faudra déterminer la section de mesure. Il faudra savoir si on est dans une rivière ou un canal, sans section de contrôle, ou si nous avons à disposition un seuil, un déversoir, un canal Venturi qui nous aide pour notre mesure. Il faudra également connaître les types et la vitesse de l'écoulement et savoir si on est dans un cours de remous ou si on a un risque d'être dans un cours de remous et puis si il y a le risque de l'érosion au dépôt des matériaux. Il faudra voir aussi si on a du réseau, de l'électricité sur place pour connecter notre mesure. Avec tous ces paramètres, on fera les choix de la mesure et sa calibration. Donc, comme mesure ponctuelle au jaugeage, on peut trouver plusieurs méthodes qu'on va voir tout à l'heure. Donc, la première méthode, c'est les courantomètres. Donc, on peut trouver plusieurs types d'instruments qu'on va utiliser selon les caractéristiques de l'eau. Et puis, en fait, la méthode consiste à diviser la rivière ou la section en plusieurs cellules où on va mesurer la vitesse moyenne de chaque cellule et puis pour calculer le débit total. Avec cette méthode, on peut parler d'une incertitude de mesure entre 10 et 50% selon le nombre de cellules effectuées.
On va trouver aussi la méthode par dilution du traceur. Typiquement, on va utiliser du sel. Et puis, l'avantage de cette méthode est que la section de mesure n'est pas nécessaire. Donc, en fait, nous, on appelle ça des mesures au sel. On va mettre du sel. Là. On va mettre du sel dans la rivière en amont et puis en aval, on va mesurer la concentration du sel et puis on va calculer les débits qui transitent. Avec cette méthode, on peut parler d'une incertitude de mesure d'entre 10 et 20%. Finalement, on peut faire des mesures par ADCP. L'ADCP se base sur l'effet Doppler, que c'est le décalage de la fréquence entre une onde émise et puis celle de son écho. Et avec cette méthode, on va traverser les canaux ou la rivière, on va traverser tous les canaux et puis l'appareil, il va mesurer la vitesse moyenne de, toutes les, de tout le profil des vitesses. Avec cette méthode, on peut parler d'une gamme d'incertitude entre 5 et 10%. Alors, comme technique de mesure, la technique à mettre en place dépendra du milieu. En fait, si on est dans une rivière, si on est dans un canal avec sans section de contrôle, ou si on est sur un seuil, un déversoir ou un canal Venturi. Donc, pour les rivières, la technique de mesure qu'on va mettre en place, c'est une mesure des niveaux d'eau et conversion hauteur-débit. Pour cela, il sera nécessaire de faire un relevé topographique de la section de mesure. Il faudra être très attentif à la variation du lit. Comme type d'instrument, on va mettre en place une sonde pression, un radar. Comme courbe d'étarage, on peut utiliser simplement une courbe théorique. On peut calibrer cette courbe avec des jaugeages ou on peut partir sur une courbe empirique et réaliser à la base des jaugeages. Comme technique de jaugeage, on peut utiliser les trois méthodes, les courantomètres, les mesures au sel ou la DCP. La gamme d'incertitude pour des mesures de débit en rivière peut être entre 10 et 50%. Pour les canaux sans section de contrôle, donc comme pour les rivières, on peut utiliser la même méthode, donc on mesure des niveaux d'eau et conversion en hauteur débit. Il faudra également faire un relevé géométrique de notre section de contrôle, comme type d'instrument, de nouveau une sonde pression, un radar, les cours d'étarage, cours théorique plus jaugeage, ou une courbe empirique, et puis comme jaugeage, on peut utiliser les trois méthodes, les courantomètres, les mesures au sel ou la DCP. Ici, on peut parler d'une gamme d'incertitude de mesures d'entre 5 et 20%. Pour les canaux, si on veut aller un peu plus loin, on peut installer des capteurs complémentaires qui nous mesureront les champs de vitesse. Donc pour cela, également, ça sera nécessaire de faire un relevé géométrique de la section, les types d'instruments, donc notre sonde pression au radar, plus un capteur de vitesse. On peut trouver des capteurs de vitesse de surface où il faudra calibrer la vitesse moyenne par rapport à la vitesse de surface, comme on voit là, ou on peut installer des capteurs noyés qui vont nous mesurer directement la vitesse moyenne de l'écoulement. Comme système de jaugeage, on utilisera la DCP et puis comme gamme d'incertitude de mesure, on peut parler d'entre 5 et 10%. Et pour finir, quand on a un seuil, un déversoir ou un canal Venturi, donc quand on a une section de contrôle. Ici, on fera une mesure type mesure des niveaux et conversion en hauteur débit. Donc, de nouveau, il faudra bien connaître notre section de mesure. Les types d'instruments, de nouveau, ça sera une sonde pression, un radar. Comme courbe d'étarage, on va utiliser une courbe théorique ou une courbe théorique calibrée à l'aide des jaugeages. Et puis, comme méthode de jaugeage, les courantomètres, dilution, mesure au sel ou la DCP. Comme gamme d'incertitude, on sera entre 10 et 20%.
Voilà, donc merci Guillermo. Donc, on vous a fait ici un inventaire des diverses techniques de mesure que nous pouvons mettre en œuvre. Donc, on va passer maintenant à des mesures dans le domaine de la gestion sédimentaire. Donc, je passerai la parole à Gérald. Et au cours des différentes présentations, donc, on verra plus concrètement des applications de ces diverses techniques. Donc, à ce stade-là, on est plutôt en train de vous faire un inventaire un peu de ce qu'on peut offrir comme type de technique. Donc, je passe la parole à Gérald. Bonjour à tous. Donc, comme a évoqué Bertrand, les sédiments sont toujours présents dans les aménagements hydroélectriques et ils posent quelques problèmes. Donc, il est toujours nécessaire d'essayer de monitorer ces sédiments, soit en transit, soit déposés. Donc, brièvement, peut-être un petit rappel des impacts du transit sédimentaire dans les aménagements. Donc évidemment, sur les retenues, ça concerne directement le volume de stockage qui s'en trouve diminué. Heu, on a aussi, dans les retenues, les organes de production et de sécurité, dont la fonctionnalité peut être, mise à mal, en fonction de l'ensablement qui s'y trouve et aussi, comme déjà évoqué, les problèmes d'abrasion des éléments mécaniques, pompes, turbines et autres éléments. Donc prenons, exemple de l'ensablement des retenues en premier lieu. Donc on trouve essentiellement, 2 approches. Soit on peut faire un monitoring, ponctuel et continu, donc très localisé d'éléments, tels que retenues ou, bassins de compensation ou, des sableurs. Avec un tel monitoring, on monitore finalement le niveau d'ensablement, ce qui nous permet de décider de purge ou de vidange, voire même d'automatiser ces purges et vidanges et qui, en même temps, assure, la sécurité et la fonctionnalité des organes de production. D'un autre côté, on peut avoir un monitoring global, et périodique, celui-là des retenues complètes, avec lequel on va construire un modèle numérique de terrain qui, au fur et à mesure, va nous permettre de quantifier le volume de sédiments qui s'y déposent. On peut de fait mettre à jour des courbes de hauteur-volume. Et puis on a aussi, avec ce type de relevé, la distribution des dépôts sédimentaires, voire d'érosion dans certains cas, euh, ce qui nous permet de suivre cette évolution et de connaître la problématique de manière un peu plus précise. À nouveau, tout ce qui est sécurité et fonctionnalité des organes de production est aussi assuré par ce type de monitoring. Donc, si je prends un exemple de monitoring local, comme évoqué tout à l'heure, donc le principe, c'est la mise en place d'une sonde acoustique de type échosondeur ou alors altimètre acoustique sur un élément. Et donc, on va suivre, typiquement ici, on a l'exemple d'une vidange de fond d'une retenue, et on va suivre l'évolution de l'ensablement au fur et à mesure de l'année ou du temps. Et donc, sur cet exemple-là, on voit typiquement le monitoring. Donc, il s'agit d'un aménagement qui est situé au pied d'un glacier. Donc, on voit que le niveau de sédiment reste stable jusqu'à début d'été. Et au début de la fonte glaciaire, on a une brusque augmentation des apports solides et donc de l'ensablement. Pour ce qui est du monitoring global, donc là, en général, les principes utilisés, c'est la bathymétrie. Donc on trouve essentiellement deux principes et deux systèmes, soit le sondeur monofaisceau, dont on a une illustration à gauche, soit le sondeur multifaisceau, dont l'illustration se trouve à droite. Et les illustrations montrent clairement la différence entre ces deux systèmes. Le premier permet de faire des mesures ponctuelles, donc selon des profils ou un raster, alors que le second fait un scan du fond et on arrive vraiment à une cartographie très précise du fond. Autrement, peut-être à signaler une différence assez quand même notoire, c'est que le système monofaisceau ne compense pas les mouvements relatifs du bateau, donc ça veut dire que tangage roulis. Donc on peut arriver à ce cas de figure que je vous montre là, où finalement on a un positionnement par GPS du bateau en surface, mais
avec le tangage ou le roulis qui sont exagérés là, on peut mesurer un élément qui n'est pas au nadir du bateau, donc ça peut induire quelques erreurs. En termes d'équipement, notre système monofaisceau est monté sur une embarcation radiocommandée que l'on voit à gauche aussi, qui est très flexible et puis qui peut se déplacer dans des conditions assez chaotiques, on dira, comme illustré là, alors que le système multifaisceau, lui, est embarqué sur un bateau conventionnel. Donc ça induit aussi une logistique plus importante en termes de poids, en termes de dimension. Et donc, c'est clair que le déploiement est beaucoup plus compliqué que pour du monofaisceau. Aussi, en termes de vitesse de courant, on est plus limité avec le système multifaisceau. Donc, un exemple de ce monitoring global, il s'agit d'une retenue au pied d'un grand glacier, le glacier d'Aletsch en l'occurrence, où là, finalement, on a un relevé à lac vide qui a été fait par du lidar. Cet aménagement est purgé chaque 2 ans au printemps. Par contre, des relevés sont effectués chaque année en automne après les apports sédimentaires. Donc, il y a eu une purge au printemps 2014 qui correspond finalement à l'état 0. Et on voit, après l'été 2014, l'ensablement de la retenue avec la mesure qui a été faite en octobre. 2015, il n'y a pas eu de purge, donc un ensablement supplémentaire qui se produit là. Et printemps 2016, une purge, donc on revient à l'état initial. Les purges dans cet aménagement sont efficaces à 100%, ça veut dire que la totalité des sédiments sont évacués lors de ces opérations. Et le cycle continue, 2016, de nouveau ensablement estival, 2017, nouvel ensablement, nouvelle purge au printemps 2018 et dernière mesure qui est rapportée ici. Donc on voit qu'on arrive très bien à quantifier les sédiments et aussi à voir leur déposition. Donc ces dépôts sédimentaires, on a aussi le transport solide qu'on aimerait quantifier. Donc le but, c'est de mesurer la concentration des matières en suspension afin justement d'éviter des flux très chargés, que des flux très chargés passent au travers des aménagements. Et aussi dans le cadre du respect des conditions légales, lors de ces opérations de purge, on est obligé d'assurer une certaine dilution de ces matières en suspension. Donc, méthode, ouais. Les méthodes pour cela, c'est la mesure de la turbidité et aussi des mesures par ADCP. C'est un détournement finalement de l'instrument dont a parlé Guillermo tout à l'heure. Donc, si on prend le turbidimètre, on peut le déployer au moyen d'un flotteur. Et donc, en coordonnant ces mesures avec une mesure de débit, on peut quantifier finalement le volume de sédiments qui transitent. Le problème des turbidimètres, c'est qu'ils doivent être calibrés parce que la turbidité, c'est une mesure de l'opacité de l'eau et non pas des matières en suspension. Donc, on calibre ces mesures au moyen de conimorphes synchrones durant une certaine période. Et après, on peut utiliser la mesure de turbidité sur toute la durée. Donc, un exemple de ces mesures, là, on voit finalement des mesures coordonnées en vert, les conimorphes en rouge, les mesures de turbidité lors d'une opération de purge. Et puis, les cumuls en temps des valeurs mesurées, on voit à nouveau les deux courbes, verte et rouge. Et en noir, c'est la limite légale imposée par l'arrêté cantonal en termes de dilution. Donc, on voit qu'on respecte cette mesure. Et donc, le turbidimètre est très efficace, très utile dans ces conditions. Un autre application, c'est la mesure par ADCP, où là, on va finalement mesurer l'intensité d'écho de retour de l'onde acoustique. Donc, on voit ici un aménagement surmonté d'un glacier avec les apports qui arrivent là. Et des photos montrent très bien les courants de turbidité en surface qui sont limités à cette zone-là. Et en plus, ensuite, lorsqu'il plonge en fait au fond de l'aménagement. Et les mesures ADCP révèlent très bien cette concentration qui passe de la surface vers le fond et la diffusion du courant sur le fond, finalement, où on voit très bien ces courants de turbidité
plonger et après glisser sur le fond. Donc une autre importance aussi, c'est en termes surtout pour l'abrasion et puis pour les phénomènes, les processus de sédimentation, c'est la caractérisation physique des matières en suspension. Donc là, on peut le faire par diffraction laser qui peut être déployée in situ, où on obtient la granulométrie avec ici, la courbe granulométrique mesurée, et aussi des analyses de laboratoire qui finalement nous permettent d'estimer la dureté des matériaux, des matières en suspension, et aussi leur forme, qui sont des paramètres très importants, soit pour l'abrasion, soit pour les vitesses de sédimentation ou autres processus. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà, je remercie Gérald. Donc, je rappelle qu'il y a la possibilité de poser des questions avec votre utilitaire question hein, sur votre page web. Donc, si je peux parfois les traiter en cours de présentation ou à la fin des présentations si on a peu de temps. Sinon, comme je vous l'ai dit, on les traitera à la fin des exposés ou même éventuellement, on peut répondre par écrit à ces diverses questions. Donc maintenant, je vais passer la parole à Sabrina Carvalho donc, pour vous présenter des applications dans le domaine de l'environnement, de ces diverses techniques de mesure. Voilà, Sabrina. Merci, bonjour. Bon, je parlerai des exemples de l'application de mesures présentées précédemment par Gérald et Guillermo pour respecter des exigences légales dans le cadre de l'exploitation des installations hydroélectriques, mais aussi dans des pratiques et concepts plus récents. Donc, les mesures qu'ils ont, l'idée, ce n'était pas d'aller dans les détails dans chaque législation, c'est juste pour donner un cadre et dire que les mesures qui ont été présentées, elles composent la base pour la gestion des installations, pour qu'on puisse, de cette façon, respecter les exigences qui sont précisées dans les lois qui sont présentées dans cette première slide. Dans de nombreuses situations, dans nos aménagements, par exemple dans le débit des dotations, la dotation elle est réalisée par de différents organes, y compris des fuites de la retenue. Et dans un cas similaire, une vanne asservie, elle nous permet, sur la base des mesures de débit en aval, nous permet de régler les flux et selon la limite établie, comme vous voyez sur l'image en rouge, la limite, le total de débit qui devrait être fourni. Et puis sur la base de ces mesures, cette vanne asservie, elle régule les flux et comme ça, on arrive à assurer la totalité de la dotation. La vérification du débit de dotation, elle peut également être soutenue par des repères visuels qui peuvent être installés soit sur la section du lit d'une rivière ou sur une section dans des versoirs de mesure, comme dans les images à gauche, la section de la rivière, à droite, des déversoirs de mesure. Dans le cadre de la migration piscicole, nous disposons de ces sonars qui nous permettent d'évaluer les comportements de poissons, par exemple leur fréquence d'approche et leur comportement devant les prises d'eau. Les données qui ont été exposées par Gérald, les données de relevés bathymétriques, les suivis des profils d'ensablement et puis les mesures de hauteur de sable à l'intérieur de galeries, désableurs et bassins de compensation sont la base de tout le travail concernant la gestion sédimentaire. Ces données nous permettent notamment
une surveillance de l'état d'envasement de l'aménagement. Aussi nous permet un suivi de l'évolution de la déposition et la quantification du volume des sédiments. Et ainsi, ces données nous permettent de planifier l'écart de temps et le nombre de purges pour réduire l'effet nuisible de ces opérations dans les milieux naturels. Ici, par exemple, dans ces graphiques, avec les volumes de sédiments calculés, ça nous permet de calculer les débits nécessaires pour la dilution pendant la purge et ainsi respecter les limites légales en termes de concentration dans les lits de la rivière. Actuellement, nous sommes en train d'évaluer des systèmes de technologie pour la mesure de concentration en temps réel. À gauche, il y a un instrument qui est déjà largement utilisé pour ce genre de mesure. Et puis à droite, on analyse chez nous cette technologie qui est utilisée dans le secteur pharmaceutique. La différence entre ces deux types de mesures, elle comprend la fourchette, la capacité de mesure entre ces deux instruments. Donc, le premier, on est dans une fourchette dont les limites inférieures, c'est des 30 micromètres. Et dans nos aménagements, dans des conditions alpines, par exemple, on a des sédiments qui sont plus bas et puis que ces systèmes largement utilisés n'arrivent pas à mesurer. Et pour finaliser, j'aimerais dire que cet ensemble de mesures, des débits, des concentrations, pourrait même constituer un suivi pour la qualité des eaux usées dans les domaines de l'assainissement urbain, par exemple. Avec la mesure des débits, on arrive à préciser les jours de déversement, le volume déversé, en plus la concentration des matériaux en suspension pour la gestion des eaux usées. Voilà, merci Sabrina pour cette présentation. Donc, nous aurons l'occasion aussi d'avoir d'autres présentations, une autre présentation dans le domaine de l'environnement, donc avec Régine Bernard et à nouveau Sabrina. Donc maintenant, on va passer à des mesures un peu dans d'autres domaines, donc dans le domaine des ouvrages et puis avec des techniques du domaine de la géomatique. Donc là, je vais passer la parole à David Ray, donc, qui est notre géomètre de l'unité génie civil. Voilà, David, à toi. Merci Pierre. Bonjour. Donc voilà, moi je vais vous présenter l'apport du laser scanner terrestre au niveau des relevés surfaciques. Donc une petite présentation d'un scanner terrestre. C'est un appareil qui est en général installé sur un trépied, qui peut avoir la tête en bas, on peut le mettre dans toutes les positions, et puis cet appareil tourne sur lui-même dans un plan horizontal ainsi que dans un plan vertical, avec une distance, avec un laser, une distance mesurée par laser, et puis ceci nous donne un nuage de points dans une sphère de 360 degrés. Voilà, donc après, il y a beaucoup d'appareils sur le marché actuellement. Je ne vais pas faire le tour parce qu'il y a beaucoup d'appareils actuellement, mais le choix dépendra de la qualité ainsi que de la précision attendue. Donc, avec tout le panel existant actuellement, on peut varier de 60 cm à 6 km quasiment dans le type de scan. Et puis, il y a aussi des images thermiques qui peuvent se faire également. Donc, le nuage ainsi mesuré pourrait être colorisé en fonction du rendu thermique. Voilà, ça c'était juste pour une petite présentation des appareils. Je vais vous présenter un petit exemple de suivi de dépose de sédiments dans une cheminée d'équilibre. Donc là, l'objectif, c'est de calculer, d'avoir la cubature d'ensablement à l'intérieur de cette cheminée d'équilibre, quel est le volume finalement perdu pour cette cheminée, et également servir d'état de référence pour les années futures.
Donc là, on peut voir le profil du nuage mesuré, donc un nuage d'environ 40 millions de points. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait ensuite avec ce nuage? Eh bien, on reconstruit la géométrie théorique selon selon les anciens plans de construction. Et puis, on peut y déduire le volume, le volume de sédiments accumulés le long des différentes années. Et puis, on peut également voir des profils, on peut faire des coupes à l'intérieur. Donc là, on peut voir que, par exemple, ici, sur le bas de l'écran, en situation, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de sédiments accumulés de part et d'autre de la cheminée d'équilibre. Voilà, un deuxième exemple, pour rebondir sur la présentation de Gérald Bourban, donc sur la bathymétrie, on peut faire exactement la même procédure donc à lac vide, sans eau, une fois que les sédiments ont été purgés suite à la purge. Ça nous permettra de suivre l'évolution des berges, voir s'il y a une perte enfin un gain, en l'occurrence un gain de volume du lac, et également de vérifier la stabilité des fondations d'ouvrages. Typiquement ici, on voit un pont ici, donc ce sera de vérifier la stabilité des appuis. Voilà, donc ceci est un résultat d'une différence d'un nuage mesuré quelques années auparavant et d'un nuage mesuré 10 années plus tard. Et puis, donc les zones en bleu, on peut voir une érosion, clairement, et les zones en rouge, ça peut être des dépôts sédimentaires qui ont mal été purgés lors de la purge. Voilà. Un autre exemple, peut-être des suivis de dégradation là, c'est dans une galerie d'amener. Donc, on fait un nuage de points qui vient directement du scan. On remarque certaines dégradations. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On crée le maillage ainsi mesuré. On y construit le maillage théorique, de nouveau selon les plans. Et ensuite, on fait une différence de maillage. Donc, ça veut dire que ici, nous pouvons voir le défaut constaté ainsi que sa grandeur. Et puis, cet état de mesure servira également de référence pour les années futures. Un dernier exemple, c'est un mélange de plusieurs méthodes de mesure. Donc là, le scan est un apport tridimensionnel pour le suivi de l'ouvrage. Et typiquement, dans notre cas, on a couplé finalement des images scan avec du nivellement géométrique de précision pour pouvoir être beaucoup plus précis qu'un scan, et également des mesures tridimensionnelles de quelques dixièmes de millimètre qui nous permettent de suivre cet aménagement du plus proche de la réalité possible. Voilà, c'était quelques exemples. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Pierre. Voilà, je remercie David. Donc, l'utilisation du laser scan pour le suivi des ouvrages, ça c'est une application qu'on développe. On a un projet interne qu'on est en train de terminer. L'avantage de ces techniques par rapport aux techniques de mesure traditionnelles, c'est qu'elle permet de couvrir dans sa globalité un ouvrage, parce que souvent quand on observe des déformations, l'apparition de fissures, on a toujours le doute de savoir si elles étaient déjà présentes ou pas, parce qu'évidemment la taille de nos ouvrages est difficile de tout voir lors d'un passage. Et puis donc, c'est de pouvoir procurer une couverture très large de l'ouvrage. Bien sûr, c'est possible uniquement avec des outils de calcul assez puissants parce que ça augmente passablement la taille des fichiers de mesure. Ce qui manque parfois sur ces aménagements, c'est des états zéro. C'est-à-dire que souvent, on met en place l'auscultation quand on a observé des déformations, des problèmes déjà avancés, et on ne requiert toujours de pas avoir l'état zéro. Donc là, on encourage grandement donc, les propriétaires d'ouvrages de ne pas trop tarder pour mettre en place ces mesures, parce que souvent, c'est elles qui vont nous permettre de rassurer au fait, le comportement de l'ouvrage, car le génie civil, des fois, ce n'est pas facile de se prononcer sur les dégâts qu'on peut observer. Donc, on va poursuivre un peu dans le domaine de la surveillance des ouvrages, et je vais donner la parole à Nicolas, alors, qui participe au webinaire à distance, comme ça. Donc, il n'est pas dans la salle avec nous. Donc, je vais laisser la régie de faire le passage sur Nicolas pour sa présentation. Et c'est moi qui dois
manipuler les slides. Voilà. Alors à toi, Nicolas. Okay, merci. Bonjour. Le propriétaire exploitant d'ouvrages d'accumulation a, entre autres missions, merci de mettre la diapo, celle d'assurer la fonctionnalité et la sécurité de ses ouvrages. Pour la sécurité, l'ingénieur détermine les paramètres influant leur comportement et élabore un concept de surveillance approprié fait sur mesure pour chaque ouvrage. Diapo. Le concept prévoit un dispositif de mesure avec des appareils et instruments automatiques ou manuels et également des inspections de l'ouvrage et de ses environs selon un programme de mesure adapté et suivi par des agents d'exploitation formés. Ceci est concrétisé par un règlement de surveillance soumis à l'approbation des autorités de surveillance, en l'occurrence la Confédération pour les grands ouvrages et le canton pour les autres. Le choix de l'ingénieur lui permet ainsi de juger valablement l'état et le comportement de l'ouvrage surveillé. Diapo, s'il te plaît. Que mesurer? Un ouvrage d'accumulation est soumis à diverses sollicitations comme la poussée de l'eau et ou la température qui le font se déplacer. On va donc mesurer le niveau de l'eau, la température de l'air et du béton et les déplacements. Ceci se fait de manière automatique ou manuelle, le dispositif automatique devant être contrôlé régulièrement par une mesure manuelle. Diapo. Un autre aspect important de la sécurité d'un barrage ou d'une digue est son étanchéité. On mesure alors les infiltrations à travers l'ouvrage en un ou plusieurs points suivant sa taille, avec une station de mesure automatisée et ou manuellement à l'aide par exemple d'un bidon et d'un chronomètre comme vous le voyez sur l'image. Ce sont deux types de mesures que je viens de vous présenter, typiques ou basiques pour un barrage en béton. Il en existe une multitude d'autres avec d'autres appareils pour mesurer les différents paramètres nécessaires à la surveillance. Diapo. Au cours de la vie d'un ouvrage, des changements peuvent intervenir dans son état et son comportement, nécessitant la mise en place d'autres instruments pour en compléter le dispositif. L'apparition de fissures peut faire l'objet d'un suivi particulier à l'aide d'une simple paire de boulons, comme dans l'ellipse rouge, ou d'un extensomètre télétransmis afin d'en mesurer les variations d'ouverture. Diapo. Le béton d'un ouvrage peut également souffrir d'une pathologie particulière comme la réaction alcali-granulat, pouvant engendrer un gonflement avec une composante verticale de déplacement, ce qui ne peut pas être mesuré avec un pendule. Alors, à l'aide de fils invars disposés dans différentes sections de l'ouvrage, il est possible d'en mesurer l'exhaussement de manière précise. Avec toutes les mesures, finalement, l'ingénieur contrôle régulièrement leur validité et les interprète, par exemple, annuellement ou à une autre fréquence si jugée plus opportune en cas de nécessité. Diapo. Les différentes mesures sont présentées sous forme de graphiques pouvant être simples, comme l'évolution historique des paramètres, c'est-à-dire avec le temps en abscisse et un ou plusieurs paramètres en ordonnée. Parfois, pour une question de lisibilité, il est préférable de créer plusieurs graphiques et de les disposer en colonnes, comme vous le voyez sur la diapositive, plutôt que de les faire tout en un, avec plusieurs axes verticaux et des courbes qui se chevauchent. Diapo. Des corrélations peuvent être établies entre les paramètres surveillés, comme par exemple les sous-pressions avec le niveau de la retenue. La même chose se fait avec les débits d'infiltration ou les déplacements amont-aval en fonction du niveau de la retenue. L'analyse statistique des données disponibles d'un ouvrage est utilisée pour en établir un modèle prédictif de comportement qui définira des valeurs maximales et minimales du déplacement attendu à un moment donné avec un plan d'eau à une cote donnée. Diapo. Pour un barrage-voûte à accumulation journalière, par exemple, ce déplacement est défini comme la somme de déplacements partiels liés à 1. L'irréversibilité des mouvements qui sont fonction du temps, 2. Au niveau de la retenue et 3. À la variation de la température du béton. Un outil d'analyse statistique permet de déterminer les différents coefficients pour les différents paramètres. En fonction du type d'ouvrage, il peut y avoir plus ou moins de paramètres et de coefficients correspondants. Voilà, diapo. Pour conclure, et c'est là ce qu'il faut bien retenir, grâce au concept de surveillance qu'il a choisi et grâce aux mesures et aux contrôles qui en découlent, l'ingénieur peut juger valablement l'état et le comportement de l'ouvrage. Il répond ainsi à l'exigence de garantir sa sécurité. Merci de votre attention. Voilà, donc je te remercie Nicolas. Donc l'expérience acquise dans le domaine de la surveillance des ouvrages d'accumulation
elle est, je pense, enrichissante et importante parce que c'est beaucoup de techniques de mesure très différentes qui sont mises en œuvre. Donc des mesures de géomatique au moyen de théodolite, de GPS, des mesures au moyen d'extensiomètres, divers types de mesures hydrauliques, hein, qui sont souvent les fluides qu'on mesure au pied d'un barrage sont un bon indicateur de son comportement. Mais on est persuadé que toute cette expérience acquise avec ces diverses techniques peuvent être appliquées à d'autres types d'ouvrages du génie civil où des questions de sécurité importantes ou d'exploitation importantes se posent. Donc, on trouve intéressant on trouvait intéressant de pouvoir valoriser dans d'autres domaines. Et puis là, on s'attend aussi peut-être à avoir parfois des questions ou des suggestions de la part de nos clients. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Jonathan, donc de l'unité automation contrôle, qui va traiter donc des aspects de transmission et de gestion de la mesure, qui est effectivement un domaine aussi important chez nous, chez Hydroexploitation. Voilà, je te passe la parole, Jonathan. Alors, merci Pierre. Oui, alors on a décidé de vous faire une petite présentation sur le collecte et le partage des mesures, parce qu'il faut les collecter, il faut les transmettre, il faut les stocker, puis il faudra les mettre à disposition aussi. Puis il y a deux grandes révolutions qui sont passées ces dernières années par rapport à ce sujet. La première, c'est une évolution technologique dont on va en parler, mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi eu une évolution au niveau des besoins. Les données avant, elles étaient souvent nécessaires à l'exploitant, à l'exploitation et peut-être aux services cantonaux, régionaux. Et puis maintenant, les données sont souvent demandées à des bureaux d'études, que ce soit technique, environnemental, ou également à des hautes écoles. Et aussi, maintenant, de plus en plus, les données doivent être transmises afin d'aider à la gestionnaire des actifs de l'aménagement. Donc, une chose qu'il faut savoir, c'est que ces 10 dernières années, au niveau des données et puis des technologies, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. La première, c'est que pour stocker les données, les systèmes sont de plus en plus compacts et plus performants. Et qui dit compact dit forcément à moindre coût. Donc aussi, le coût de stockage des données a nettement diminué. C'est pour ça aussi que les mesures et le stockage de ces données peut être mis en place aujourd'hui. Ensuite, il y a les systèmes d'acquisition qui ont des performances qui sont également à la hausse. Dans les années 90, les temps de cycle automate étaient d'à peu près 100 millisecondes à 500 millisecondes. Aujourd'hui, un temps de cycle automate, ça peut aller jusqu'à 50 microsecondes. Donc, on arrive à être beaucoup plus fin à l'acquisition des données. Il y a aussi les nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle et au machine learning. C'est que maintenant, avec les données, on arrive à les traiter pour faire des prédictions. Et puis ça crée une grande émergence dans les systèmes d'acquisition parce que plus on a de données, plus on arrive à être précis avec les modèles. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir de plus en plus de données. Il y a aussi des interfaces, maintenant vous voyez aussi maintenant avec Bonatel, qui sont user-friendly. C'est plus facile de visualiser ces données qu'auparavant. Il y a aussi certains maintenant systèmes d'acquisition de données qui ont besoin de très peu d'énergie pour fonctionner. Il y a tout l'aspect sécurité informatique qui a aussi grandement évolué, alors dans les deux sens, au niveau des protections comme au niveau des attaques. Et ensuite, les capteurs sont devenus aussi plus petits, plus performants et puis aussi beaucoup moins chers. Donc, c'est plus facile à un exploitant ou à une entreprise d'en installer plusieurs et beaucoup plus qu'auparavant. Et maintenant, il y a aussi les technologies avec des protocoles de communication wireless, sans fil. C'est ce qu'on appelle un peu les technologies Internet of Things qui apparaissent et puis qui utilisent le 4G et on verra d'autres protocoles. Et bien sûr, le cloud, on n'a plus besoin de stocker forcément ces données sur un serveur chez nous. On peut stocker des données et payer pour ça. D'autres payer un service pour ça, qui est le cloud. Donc, maintenant, c'est clair que les données, elles sont prises pour être fournies généralement à un client. Donc, les données auparavant, elles étaient enregistrées localement. Et elle pouvait être extraite que quelques fois par an si on dira l'aménagement ou la donnée ou le lieu où la donnée où la mesure était faite était éloigné. Et puis pour transcrire justement ces données puis les mettre sous forme exploitable, il y avait des probabilités d'erreur qui étaient assez élevées.
Puis maintenant, on arrive à extraire les données quasiment en temps réel ou pratiquement en temps réel. Et puis les données, on peut les mettre en forme directement à leur sortie. Donc la faible probabilité d'erreur de transcription des données devient petite. Quand même quelques points à considérer. Donc il faut déjà considérer où est-ce que la mesure est faite, parce qu'il y a des points de mesure, par exemple en montagne, qui peuvent être extrêmement isolés, où il faut communiquer et aller rechercher ce point de mesure. Puis il y a des points de mesure en ville, par exemple, qui sont facilement accessibles. Ensuite, il faut regarder, en installant une mesure sur un site, il faut aussi voir si on a de l'énergie à disposition, et sinon, il faut prendre des mesures pour amener cette énergie. Un point à considérer qui est important, c'est de savoir la résolution qu'on veut, comme a dit Guillermo, la résolution qu'on veut avoir à cette mesure, puis la fréquence qu'on veut la mesurer et la fréquence auquel on veut la consulter. Donc, il y a tous ces aspects à intégrer. Et puis après aussi, il faut faire attention à l'intégrité, à la consistance de la mesure. On pourrait s'imaginer que la mesure est envoyée à plusieurs partenaires et interprétée différemment, ce qui pourrait mener à des conclusions différentes. Toujours aussi, un point à considérer, c'est la qualité et la sécurité de la mesure. Et puis, bien sûr, sous quelle forme le client final aimerait avoir sa mesure. Donc, quelques possibilités. L'isolement des points de mesure, maintenant, on a du sans fil, on a du Bluetooth, on a du Wi-Fi, de la 4G et du LoRa. Alors, comme vous savez, si on prend le Bluetooth, ça consomme beaucoup d'énergie. Si vous l'activez sur votre Natel, vous allez avoir votre batterie qui va baisser assez vite. Puis, tandis qu'il y a d'autres protocoles comme le LoRa qui permet de communiquer sur des très longues distances avec un coût en énergie très, très, très faible. On peut installer des systèmes LoRa sur une pile et on a besoin de changer la pile chaque 2-3 ans. C'est des systèmes tout à fait faisables. Après, si on a un manque d'énergie, justement, on va solliciter des protocoles ou des systèmes qui utilisent des protocoles peu gourmands en énergie. Donc, il y a le LoRa, Zigbee, il y en a d'autres qui existent. Ou bien on installe sur place des panneaux solaires, des batteries, ou bien on peut même utiliser des micro-turbines sur des réseaux d'eau ou des mini-éoliennes. Au niveau de l'intégrité et la consistance de la mesure, il faut la stocker à un unique endroit, c'est le mieux, et puis traiter la mesure aussi à un unique endroit. Il ne faudrait pas qu'elle soit interprétée à différents endroits parce qu'on a le risque qu'elle soit interprétée différemment. Au niveau de la qualité et de la sécurité de la mesure, on doit faire attention aux voies de communication empruntées, puis aussi être attentif à savoir où on l'archive et on la stocke. Parce que si on la stocke chez nous, il faut avoir le système qui permet d'assurer la sécurité chez nous. Puis si on la stocke dans le cloud, on fait confiance à quelqu'un d'autre pour assurer cette sécurité. Il y a aussi ça j'ai déjà dit, fréquence et résolution de la mesure, connaître l'utilisation future de la mesure, savoir si c'est pour du comptage, de la statistique, du gestionnaire d'actifs, et puis c'est vraiment important de bien définir le cahier des charges de la mesure. Alors juste un petit mot sur les mesures chez Hydroexploitation, c'est clair qu'on a beaucoup d'aménagements avec beaucoup de mesures. Donc, juste un petit schéma, sur un protocole qu'on appelle LoRa, donc c'est un protocole de mesure qui peut communiquer à très longue distance, 5 à 10 km, et qui est très peu consommateur en énergie. Donc on peut s'imaginer installer ces capteurs dans les prises d'eau, et puis ensuite ramener l'information sur une gateway. Et si on a de la chance, là où est placée la gateway, on a Internet, et on peut directement aller sur notre serveur. Et si on a moins de chance, on est obligé de passer par le 4G et les réseaux de télécommunication. Ensuite, chez nous, on peut mettre à disposition ces données pour des clients externes à l'hydroélectricité. Et puis, on peut mettre aussi à disposition ces données sur les superviseurs des usines pour l'exploitation. Et puis, sur des systèmes, là, on voit un exemple de SIC qui permet d'analyser en temps réel et l'historique de toutes les mesures pour justement analyser certains défauts sur les machines ou prédire certains défauts. Je passe.
Là, c'est un petit exemple pour une présentation externe. Donc, c'est des mesures de débit sur une commune des environs de Sion. Et on a en temps réel, là, c'est juste un print screen, mais c'est pour montrer sous quelle forme on peut les avoir. Donc, d'un site distant perdu dans une montagne, on arrive à avoir en temps réel les débits et les niveaux d'une prise d'eau via un web browser. Et mise à disposition directement, le client peut avoir accès directement à ces pages. Donc, voilà pour ma présentation. Merci pour votre attention. Voilà, merci Jonathan. Donc ça, c'est un des points forts d'hydroexploitation, c'est qu'on est capable de travailler donc plusieurs spécialistes ensemble pour faire des propositions d'auscultation, de monitoring qui englobent donc tous les aspects. Voilà, donc maintenant, on va revenir sur le domaine des domaines d'application dans le domaine de l'environnement en traitant un exemple en rapport avec les exigences en matière de l'assainissement de la force hydraulique. Donc là, nous aurons deux conférenciers, donc Régine Bernard du bureau Biolconciel et puis Sabrina Carvalho de l'unité génie civil d'hydroexploitation. Voilà, donc je vous passe la parole. Merci Pierre. Merci Pierre. Bon, l'assainissement de la force hydraulique implique la réduction des attentes liées à l'exploitation hydroélectrique. Donc, lorsque l'obligation d'assainir elle est ordonnée, une mesure elle est envisagée et nous, comme exploitants, sommes directement concernés. Et puis, dans la phase d'étude, la mesure, elle est proposée, son concept, sa mise en œuvre sont confrontés à l'exploitation. Cette mesure, elle passe pour une analyse itérative avec les différents objectifs et acteurs. Par exemple, l'opération d'une crue artificielle qui concerne une mesure d'assainissement dans le cadre de débit résiduel et régime de charriage. La crue artificielle, c'est une opération d'un lâcher d'eau avec un volume déterminé dans un temps aussi défini. Donc, pour l'opération, un hydrogramme il est proposé en regard des objectifs environnementaux, mais aussi des contraintes techniques de la côté de l'exploitant. Donc, les organes à disposition, les régulations possibles, les aspects sécuritaires. Dans les aspects sécuritaires, on regarde les choix, on regarde la capacité du lit, le tirant d'air de pont, la sécurité des ménages en bordure directe de la rivière. Alors, pour définir justement ce volume et les débits maximaux qu'on va donner dans la rivière, ce seront des critères environnementaux qui vont permettre ce choix. Donc, ce sont des études qui se font en amont et qui sont validées par les décideurs, à savoir le canton, des fois 2 cantons, si la rivière est sur 2 cantons, et la confédération. Donc là, on a un exemple de critères et d'objectifs environnementaux qui ont été définis. Par exemple, là, c'est le degré de granulométrie au fond du lit, parce que souvent, dans des tronçons à débit résiduel qui ne reçoivent plus de crues, on aura une uniformisation de la granulométrie, puisqu'on n'aura plus forcément de transport solide par manque de crues. On a souvent un colmatage du lit avec des dépôts de fines et on va rechercher ce nettoyage du lit. Également, bien sûr, qu'on a des frayères dans ces cours d'eau alpins avec de la truite et des zones de gravier qui vont se colmater. Donc, on va faire un suivi de la reproduction piscicole et notamment là, on va participer à des recensements avec des pêches électriques.
On veut aussi regarder s'il y a un bon fonctionnement du frais et puis que pendant les opérations de crue, on ne porte pas atteinte à la faune piscicole. C'est-à-dire que la crue qui doit avoir un effet bénéfique ne doit pas se traduire par un piégeage ou un échouage de cette faune piscicole. On va rechercher aussi la connexion des milieux annexes pour que le débit soit suffisant pour réinonder ces milieux qui sont au bord de la rivière et qui se déconnectent au fur et à mesure du temps. La morphologie d'une confluence peut aussi être évaluée et faire partie des critères. Et puis, on va aussi regarder, outre le transport solide, également le transport des embâcles, c'est-à-dire des troncs et des branches qui sont dans le lit de la rivière et qui sont des habitats extrêmement importants au niveau biologique, tant pour les petits animaux qui vivent dans le cours d'eau, parce que ce sont essentiellement des larves d'insectes et qui vont se reproduire sur la végétation et sur ces bois morts, mais également des abris piscicoles, donc pour les poissons. Donc, on va déterminer un volume, un débit de pointe et faire attention à la décrue. Normalement, l'organe utilisé pour les lâchers d'eau ne permet pas une précision de débit. Donc, pour vérifier et suivre les stabilisations du débit dans les lits de la rivière, des installations des stations de mesure des débits sont prévues. Ici, on voit 2 exemples. Et puis, ces stations nous donnent les débits en temps réel, nous permettent de réagir sur place, de modifier en augmentant ou en réduisant les débits si nécessaire. Aussi, des mesures des débits au sel, comme présenté précédemment pour Guillermo, sont aussi réalisées avant et pendant la crue afin d'affiner les calages de la courbe de tarage. Ici, par exemple, 2 graphiques avec 2 exemples de 2 opérations des crues. Donc là, en orange, l'hydrogramme des projets, en bleu, les mesures des débits dans les lits de la rivière. Donc, on arrive à être assez proche de ce qui était établi pendant la phase d'étude. Dans certains cas, on maintient ces mesures avant et après l'opération. Ça, c'est un exemple. Et on a maintenu ces mesures parce qu'on a eu des événements de pluie. Donc, l'objectif, c'était d'observer un peu le changement de débit, le comportement dans le lit de la rivière par rapport à l'opération qu'on a mis en place. Aussi, de nouveau, les contrôles des concentrations des matériaux en suspension sont aussi réalisés pour qu'on puisse rester dans les limites établies par les exigences légales. Donc là, on va être dans le lit de la rivière pour voir un petit peu ce qui se passe à l'aide d'une crue. Bien sûr qu'il y a tout un travail préparatoire initial pour avoir des appréciations correctes de l'effet de la crue. Donc, il va y avoir d'abord des relevés avant la crue. On va vraiment essayer de se placer juste 1 ou 2 jours avant pour ne pas être influencé par des changements hydrologiques entre les relevés et la crue elle-même. Et on va avoir un contrôle durant la crue, sachant que là, on ne va pas dans le lit de la rivière, on va faire des observations relativement éloignées du lit pour souvent aller contrôler pendant les pointes de crue les milieux annexes qui seront inondés, donc les milieux latéraux. Et puis, on va aussi regarder l'échouage. Donc, ce risque de débordement de la rivière dans les milieux annexes, des bras souvent morts ou des milieux qui ont été déconnectés. Et dans ces milieux, le poisson pourrait être piégé. Donc, si la décrue est trop rapide, on aura ces poissons qui ne pourront pas retourner dans le lit de la rivière. Donc, ces mesures d'appréciation, vous pouvez les voir et l'effet va être mesuré de manière quantitative avec des relevés précis sur des quadras le long d'un transect,
mais également par des appréciations qualitatives à l'aide de photos, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc, il y aura systématiquement la photo de gauche qui vous montre avant la crue. On voit que là, il y a un fort dépôt de limon et le nettoyage du lit après la crue qui s'est opéré. Donc là, on peut montrer un effet positif de cette crue. Je parlais justement d'aspects qualitatifs, mais aussi quantitatifs. On va strictement utiliser chaque objectif pour le mesurer. Là, par exemple, le nettoyage du lit. Donc, on va mesurer sur ces profils. Donc, on aura déterminé des tronçons dans le lit de la rivière. Et puis, pour chaque tronçon, un certain nombre de profils sur lesquels on va faire des relevés précis, par exemple tous les mètres, où on va avoir une observation. Là, en l'occurrence, vous avez le degré de limon et vase qu'on aura mesuré. Est-ce qu'il y avait du colmatage, le dépôt de matière en suspension à l'intérieur du lit, souvent colmaté, et puis le recouvrement par les algues, parce que souvent, un tronçon à débit résiduel qui n'est pas suffisamment nettoyé va accumuler de la matière organique et favoriser ce développement algal qui va recouvrir notamment les frayères. Donc là, on aura un exemple d'observation où là, on a intégré déjà le résultat entre l'observation avant la crue et l'observation après la crue. Quand on a eu un effet positif, là, on a pris des degrés d'évaluation, 1 point quand on a une amélioration et un neutre si on ne remarque pas forcément d'amélioration. Là, on remarque qu'on a effectivement une gradation de l'effet de la crue. Le tronçon 4 et vous avez une lecture d'amont en aval. Le tronçon 4 étant situé plus proche du lâcher, on voit que les effets positifs de la crue sont nettement meilleurs. Alors que quand on descend dans le lit de la rivière, c'est normal que dans le lit, il y a une espèce d'effet de tampon qui fait que l'effet de la crue sera moins importante. On a aussi le biais de dire que peut-être que dans certains tronçons, il y avait moins de colmatage et donc il n'y a pas de résultat positif puisque la qualité du lit de la rivière était correcte. Dans cet exemple, on peut voir que le nettoyage du lit a bien fonctionné, le colmatage a sensiblement diminué et puis qu'il y a quand même encore des matières en suspension qui sont un petit peu présentes. Mais ces évaluations sont assez compliquées à faire parce que dans une crue, on va nettoyer, mais on va aussi redéposer à la fin de la crue. D'autres appréciations qualitatives où on voit ici qu'il y a eu un fort effet de transport solide. Donc avant la crue, le lit était très plat, peu de morphologie en place. Et ici, on a un énorme banc de gravier qui s'est déposé. Donc là, on a retrouvé un peu ces lits avec une morphologie plus dynamique qu'on appelle en banc alterné. Ici, un autre exemple, la diversité granulométrique, où là, on a regardé quels étaient les substrats en place au fond du lit et on a systématiquement relevé la diversité par taux de recouvrement entre les différentes tailles granulométriques qui sont les blocs, les pierres, les graviers ou les éléments plus fins. Et dans le cas présent, on n'a pas vu qu'il y ait un véritable tri granulométrique dans le chenal d'écoulement. Par contre, on a eu des dépôts de gravier, ces îlots que je vous ai montrés précédemment. La reconnexion des milieux riverains durant la crue, donc c'est des observations qu'on va faire. Ici, sur la gauche, on a le lit qui était très encaissé dans un petit bras au sein d'une forêt alluviale. Et là, on voit aussi un dépôt, donc un transport de matériaux et le courant qui s'est divisé et qui est allé inonder ces milieux latéraux. On va aussi donc faire ce bilan de cette connexion hydraulique des milieux et regarder différents critères, notamment, je vous en ai parlé, ces embâcles et la mobilisation du bois mort. Et on relèvera aussi les frayères. Est-ce qu'elles ont été nettoyées? Ici, un exemple de relevé de quadrat où tous les mètres carrés ont fait ces observations.
et un tableau général qui nous donne l'évaluation globale avec tous les éléments, je dirais, qui qualifient les observations avant, des fois pendant et après une crue. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il y aura juste peut-être un point dont je n'ai pas parlé, c'est le suivi piscicole que je ne vous ai pas montré. Je vous ai parlé de pêche électrique, peut-être que c'est quelque chose qui vous est un petit peu inconnu. Une pêche électrique ne signifie pas une mortalité piscicole. On va faire passer un courant, pouvoir pêcher le poisson, le peser, le mesurer, on le relâche et on le retrouve dans la rivière en bonne santé. Voilà. Donc, merci Régine et Sabrina. Donc, cette présentation pour élargir un petit peu l'application de ces mesures. Donc, nous, on parcourt énormément d'ouvrages. Hein, donc, nos collègues des groupes d'exploitation, l'unité génie civil, les autres unités, on couvre des kilomètres carrés. On se dit parfois qu'on ferait, peut-être, ce serait intéressant qu'on observe d'autres éléments que les fissures, les déformations de nos ouvrages. Peut-être qu'on pourrait aussi avoir l'œil sur d'autres paramètres. Et puis là, c'est clair qu'on a besoin d'avoir le support de spécialistes comme Régine, biologiste, pour nous sensibiliser à ces aspects-là et nous donner des éléments auxquels il faut être attentif. Et ça, c'est des prestations qu'on aimerait pouvoir développer. Là, pendant la présentation, il y a une question concernant les taux les mesures de matière en suspension. Donc ça, c'est Guillermo pendant la crue artificielle qui s'en était occupé. Donc actuellement, la réglementation, elle demande à ces mesures se fassent au cône IMOF. Hein. C'était le cas à Longrain, c'était le cas également dans d'autres crues artificielles qu'on a supervisées. La question est de savoir, surtout pour les opérations de vidange on a moins de monde sur le terrain, s'il y aurait des possibilités d'avoir la même qualité de mesure et de précision avec des mesures automatiques. Et puis peut-être là, je vais donner la parole à Gérald, peut-être qui connaît bien ces diverses techniques de mesure de sédimentation. Alors, est-ce que Gérald, tu penses qu'il serait possible d'automatiser lors de ces opérations de vidange les mesures et d'éviter d'avoir du personnel comme ça pendant plusieurs heures répartis sur le terrain? Alors, merci pour la question. Effectivement, l'exemple que j'ai montré dans la présentation, c'était justement lors d'une opération de purge. On arrive à des résultats qui sont tout à fait cohérents, pour autant qu'on fasse une bonne calibration du turbidimètre. Donc, on pourrait envisager automatiser ce type de mesure. Par contre, la problématique est qu'actuellement, dans l'arrêté cantonal, en tout cas pour ce qui est du canton du Valais, dans l'arrêté cantonal sur les purges et les vidanges, effectivement, la méthode de mesure est mentionnée. Donc, il faudrait que cette approche, enfin, une nouvelle approche soit proposée et puisse être validée par le canton avant de pouvoir la mettre en œuvre. Là, on l'avait fait à titre comparatif, donc c'est pour ça que les mesures au CONIMOF avaient été maintenues sur toute la durée de la purge, mais il faudrait peut-être au préalable pouvoir faire valider ça auprès du canton pour mettre en place ce type de mesure. Mais sur un plan technique, on peut tout à fait assurer la qualité et c'est vrai que ça permettrait quand même une belle économie de ressources, ressources humaines, on dira, lors de la purge pour ces mesures. Ouais, merci Gérald. Donc là, je vais donner la parole maintenant à Jonathan et Guillermo. Donc, ils sont déjà intervenus dans ce webinaire. Donc, ils vont parler un petit peu des conditions de réussite du monitoring. Donc là, on prend un peu de recul, mais on reste nouveau très technique. C'est l'occasion également donc d'ouvrir les questions, les discussions. Donc, je vous rappelle, vous avez les questions, vous devez les formuler via l'outil questions. Et puis, je pourrais les reprendre et puis les poser donc, aux divers intervenants. Voilà. Alors, Guillermo, je te redonne la parole. Merci Pierre. Alors, un monitoring réussi, c'est celui qui satisfait son utilisateur, l'utilisateur de cette mesure. Donc, chaque utilisateur aura des besoins différents selon son but. Comme but, on identifie 4 buts, donc la surveillance, les redevances hydrauliques, l'exploitation et les statistiques. Les besoins seront la fréquence de mesure,
l'incertitude de mesure et puis le type de valeur mesurée. On voit 3 exemples. Ici, nous avons une mesure de débit pour les calculs de redevance hydraulique. Donc, on cherche une bonne précision et une grande fiabilité. Dans l'exemple au milieu, on voit une mesure de surveillance où on cherche une précision acceptable, mais surtout une fiabilité très grande. Et puis pour finir, on voit une mesure statistique qui, dans l'exemple là, elle est exprimée en mesure mensuelle. Pour comprendre l'incertitude de mesure, en fait, l'incertitude de mesure, c'est la combinaison de l'incertitude décalage qu'on voit à gauche et l'incertitude de la courbe d'étarage. L'incertitude décalage, elle va dépendre de la perturbation de l'écoulement au droit de la mesure, de l'incertitude de l'instrument de mesure, et puis également aussi de l'incertitude géométrique de la section de contrôle. Au niveau incertitude de la courbe d'étarage, elle va dépendre de la courbe autour des billes et puis du méthode de calibration de cette courbe dans les jaugeages. Nous assurons la qualité de nos mesures par son suivi et son contrôle. Nous effectuons deux types de contrôles. Le premier contrôle, c'est le calage de l'instrument. Ici, on va faire une comparaison de la mesure avec une mesure redondante, par exemple une échelle limimétrique. Ce contrôle, on le fera avec une fréquence à définir qui peut être mensuelle, trimestrielle, annuelle. Et puis, nous faisons aussi un deuxième type de contrôle, qui c'est un contrôle de calibration. Ici, on va faire une mesure comparative avec une méthode de mesure indépendante à notre mesure. Par exemple, un jaugeage à DCP. Et ici, la fréquence, elle sera annuelle, quinquennale, mais également à définir. Et puis ici, à droite, on voit un exemple de la fiche de suivi de mesure. Une grande partie de ces contrôles est effectuée par les opérateurs. Les opérateurs, c'est nos yeux sur place et il faut les sensibiliser de l'importance du suivi de la mesure et les montrer les aspects à contrôler. Ici, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, là, on voit un puits de mesure plein de sable qui fauche la mesure. Ici, on voit un bac de mesure qui n'était pas en horizontal, donc il fauchait également la mesure. Ici, on voit un canal Venturi qui était écombré, donc qui fauchait la mesure. Et là, par exemple, on voit un piézomètre où la nappe phréatique elle était hors de la place de mesure du capteur. Puis pour finir, concernant la documentation de nos parcs de mesure, nous travaillons sur la forme des inventaires de mesure. Et les inventaires, ils sont divisés sur 4 chapitres: les données de base, l'équipement de mesure, la partie télétransmission et enregistrement et les contrôles effectués. Cet inventaire, il est accompagné d'un schéma hydraulique de l'aménagement où on voit la position de chaque mesure, de la fiche de suivi de chaque mesure, les courbes d'étarage des mesures qui nécessitent une courbe d'étarage et les protocoles de calibration des instruments. Et je passe la parole à Jonathan. Merci Guillermo. Donc, comme vous l'avez vu, les mesures, c'est tout un domaine. Hein, ça demande aussi, c'est quand même assez multidisciplinaire, puis ça demande pas mal de compétences. Donc, quand tout fonctionne, c'est formidable. Hein, on a les mesures en direct sur un iPad ou sur un attel. Mais il y a quand même, avant de l'avoir chez nous ou chez le client final, il y a quand même quelques, comme un système mécanique ou comme un système électrique,
il peut avoir des défaillances et il faut aussi apporter de la maintenance à ces systèmes de mesure. Donc, je vais vous parler de 2-3 mots sur les risques lors de la transmission, puis sur les risques lors de l'archivage de ces mesures. Donc voilà, j'en ai listé quelques-uns, et la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les principaux. Donc, par exemple, on peut mal dimensionner ses batteries sur place, ou bien donc, avoir une coupure d'énergie là où la mesure est faite. Donc forcément, pendant un certain temps, on risque de ne plus pouvoir avoir et acquisitionner les données. Certaines mesures, elles passent par des opérateurs, hein, des opérateurs de téléphones mobiles nationaux, via le 3G ou le 4G, qui peuvent avoir, eux, leurs propres défaillances aussi. Certaines mesures sont influencées par la météo, par des perturbations électromagnétiques. Il faut aussi faire attention à ça. Et puis, il y a aussi la possibilité que le récepteur de ces mesures ait des problèmes ou subisse une maintenance. Puis pendant un certain temps, la mesure ne peut pas être ramenée à l'endroit désiré. Donc, c'est toujours bien en tout cas, on conseille, là où est la mesure, si elle est importante, d'avoir une petite mémoire locale à la mesure. Et donc, quand on perd la connexion et qu'on se reconnecte, les données qui ont été mesurées peuvent toujours être récupérées. Après, il y a des réseaux à mettre en place pour faire l'acquisition de ces mesures. Et plutôt qu'on fasse des réseaux, on appelle en étoile, c'est-à-dire un récepteur qui va chercher plusieurs capteurs. Et puis, si le récepteur ne fonctionne plus, on perd beaucoup de mesures. On préfère avoir un réseau dit en mèche, c'est-à-dire que les capteurs récepteurs communiquent entre eux, et s'il y en a un qui tombe, ça ne préjore pas les autres acquisitions de mesures. On peut aussi avoir des mauvais choix dans la communication, hein. Il faut bien définir si c'est une longue, une courte distance, le lieu géographique de la mesure, si les ondes peuvent passer, etc. Et puis, on aime bien, enfin, on doit faire aussi attention à ce que j'appelle le data processing, donc le formatage de la mesure. Donc, la mesure, elle arrive des fois sous un certain format, et on doit les mettre à l'échelle. Il faut qu'elles soient mises à l'échelle partout. Et puis, nous, on recommande de le faire, de mettre à l'échelle la mesure sur le lieu de mesure, comme ça, après, tout le monde a la même. Et il y a aussi un aspect, bien sûr, de sécurité des données. Si les mesures sont importantes pour vous et ne doivent pas être divulguées à l'extérieur, il faut les transmettre en cryptage. Dernier mot sur les risques de l'archivage des mesures. Donc, je l'ai mentionné avant, il y a peut-être des lieux de stockage qui peuvent différer. Soit on fait confiance à un tiers pour stocker ces mesures, soit on le fait chez nous en installant nos propres serveurs. Donc, à voir où est le risque le plus grand. Au niveau de la sécurité, si on stocke chez nous, il faut avoir des serveurs qui sont quand même redondants, hein, pas que si on crache un serveur, on crache un disque dur, on perd les mesures. Donc, généralement, on doit avoir une structure hardware qui est redondante. Ensuite, il faut savoir que ces serveurs, ils doivent se maintenir dans le temps, hein. Ils ont une durée de vie qui est courte, hein. Les ouvrages hydrauliques, je pense, jusqu'à 80-100 ans. Les machines, c'est à peu près une cinquantaine d'années. Un contrôle-commande, c'est à 20 ans. On dira un serveur, c'est plutôt 8 à 9 ans. Donc, le temps de cycle est très court, il faut les changer. Il faut aussi, pour qu'ils restent de manière sécuritaire, il faut ce qu'on appelle les patcher. Donc, il faut mettre à jour les systèmes d'exploitation, hein. Je ne pense pas les citer, Windows ou Linux ou Apple, etc. Donc, il y a toute une maintenance quand même à faire si on a des serveurs chez nous. Attention aussi aux accès aux données et à la sécurité IT. Donc, c'est clair que si on veut que personne n'ait accès à ces données, il faut installer des firewalls, il faut certainement installer des gestionnaires de mots de passe pour savoir qui peut accéder à ces données. Et puis, un point principal aussi, c'est de limiter l'accès aux lieux où ces données sont ou aux lieux où ces données sont acquéries. Après, dernier point, c'est la consistance des données. L'important, en tout cas pour la plupart de nos clients, c'est d'avoir une donnée et puis la même pour tous.
Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir la donnée chez l'exploitation qui peut la mettre à disposition et puis satisfaire toutes les demandes avec la même donnée. Donc, c'est un peu ça ce qu'on recommande, c'est d'avoir un serveur ou un système pour distribuer la donnée chez tout le monde. Donc, Parfait, voilà. merci Jonathan et Guillermo. Donc, j'ai une question concernant les mesures de débit pour Guillermo. Donc, à savoir si le coût de la mesure de débit est toujours dépendante de la précision cherchée ou d'autres paramètres, d'autres facteurs ont une influence plus ou moins prépondérante. Alors, la précision en certitude de mesure, les coûts, il va dépendre surtout sur les lieux où on va placer cette mesure et évidemment sur la certitude de mesure recherchée. Mais les lieux, il va prendre. C'est pas la même chose d'aller mesurer un débit à la sortie d'un drainage, où on peut mettre une section de contrôle facile à construire, facile d'accès, que d'aller évidemment mesurer le débit à une prise d'eau ou à l'amont d'un cours d'eau où les accès, les sections de contrôle, les sections de mesure sont beaucoup plus complexes. Donc la précision a une influence bien sûr dans le prix, mais les conditions d'accès, le type d'ouvrage, un cours d'eau, une rivière, un fleuve, évidemment, ça deviendra toujours plus difficile et coûteux. Voilà. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, je n'ai pas d'autres questions comme ça qui ont été lancées sur l'utilitaire. Donc, j'espère qu'on a réussi à capter votre attention et qu'on a pu vous apporter des informations sur nos prestations. Donc, comme je l'avais dit en introduction, donc, on est volontiers à disposition pour étudier des dispositifs de mesure, d'auscultation dans des domaines qui sortent de l'hydroélectrique. Donc, on a l'expérience de mettre en œuvre plusieurs techniques, diverses techniques avec des spécialistes de divers domaines. Voilà, donc je remercie votre attention et puis je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end.